À la une de ce 20h week-end, le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement est lancé ce matin à Nioro du Sahel par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est un programme présidentiel qui vise à assurer la sécurité et le développement dans la région. Sa durée, 36 mois, pour une enveloppe de 6 milliards de francs CFA. Le grand reportage de la rédaction porte ce soir sur le marché des herbicides et des insecticides en cette saison des pluies. Certains acteurs du domaine se frottent bien la main, d'autres en revanche espèrent mieux. Grand format à ne pas manquer avec Timoko Konaté. Dans le tour d'horizon de l'actualité dans la Confédération des États du Sahel, nous ferons le point de la rencontre à Ouagadougou des ministres et experts en charge des transports des 8 pays membres de l'UEMOA. Et se penche sur la sécurité et la sûreté de l'aviation civile dans l'espace. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une forte délégation ministérielle est arrivée ce matin à Nioro du Sahel. Elle est conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Colonel Abdoulaye Maïga a lancé notamment le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement. C'est un programme présidentiel de 6 milliards de francs CFA qui vise à assurer la sécurité et le développement dans la région. À cela s'ajoutent plusieurs autres activités menées par la délégation ministérielle, nous précise Moussa Diakité de notre bureau régional de Nioro. Il s'agissait au cours de cette visite pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, et ses 7 collègues du gouvernement qui l'accompagnaient, de procéder à la réception politique des infrastructures réalisées dans le cadre du projet Brigade verte, de procéder à la pose de la première paire des 22 sites de 120 hectares chacun et de remettre symboliquement les clés des périmètres maraîchers aux femmes bénéficiaires de la localité. Cofinancé par la République du Mali et la République d'Italie à plus de 6 milliards de francs CFA pour une durée de 36 mois, ce projet dont la mise en œuvre est assurée par le commissariat à la sécurité alimentaire en étroite collaboration avec l'Agence italienne pour la coopération au développement AICS, ambitionne d'être un outil efficace de lutte contre la dégradation des terres, l'insécurité alimentaire, la malnutrition et le chômage des jeunes. Ce projet bénéficiera de toute notre attention et sa réalisation fera l'objet d'un suivi spécial pour l'atteinte des objectifs fixés. Par ma voix, les populations bénéficiaires des sites réalisés ou en chantier vous remercient pour ces réalisations qui contribueraient sans doute à baisser le taux de pauvreté dans les 2 régions. Il vise à contribuer au renforcement de la résilience dans les zones affectées par la désertification, à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et à lutter contre la migration des jeunes. Il s'agira d'aménager 22 sites de 120 hectares chacun, entièrement clôturés, dont 110 hectares de périmètre maraîcher, la réalisation de 88 forages positifs, 44 châteaux d'eau alimentés par des solaires, ainsi que de 22 loges techniques, comprenant des bureaux, des magasins, des hangars, des loges gardiens et des toilettes. Tout cela exécuté dans une durée de 4 mois, soit 120 jours. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son appui multiforme en vue de la bonne réalisation des activités depuis le lancement du projet et pour son engagement personnel chaque fois qu'il s'est agi de réponses d'urgence en direction de nos concitoyens en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Je voudrais situer le contexte de ce projet, qui est une initiative présidentielle qui matérialise à suffisance la vision du chef de l'État du Malikoura, allier la sécurité et le développement. Et je voudrais ici inviter les bénéficiaires de ce projet à en faire bon usage. Ça n'arrive pas tous les jours. Il est important également de préciser le contexte dans lequel tous ces projets ont vu le jour. Nous aimons le rappeler, il y a quelques années, le Mali avait perdu plus de la moitié en termes de sécurité de son territoire national, occupé par des groupes djihadistes et des groupes armés du fait de l'insécurité. Forcément, de tels projets de développement qui voient le jour dans un tel contexte sécuritaire peu reluisant nous obligent à redoubler d'efforts à en faire bon usage. Les accidents sur l'axe Koulikoro-Bamako préoccupent les usagers de la route et les autorités régionales. Plus de 300 camions-bennes se croisent au quotidien sur cette route, très souvent en excès de vitesse.
Une situation qui a provoqué la mort de 3 personnes en moins de 10 jours. Pour stopper l'hémorragie, le gouverneur de la région de Koulikoro est descendu sur le terrain en convoquant une réunion d'urgence. Boubacar Sissoko et Salif Maïga nous font le point. Entre le 25 juin 2024 et le 3 juillet 2024, 3 personnes sont accidentellement tuées sur le tronçon Koulikoro-Bamako. Ces morts sont dues à l'imprudence et à l'excès de vitesse des conducteurs de camions bennes qui transportent le sable et le gravier à Bamako. Cette situation de détresse a amené le chef de l'exécutif régional à convoquer autour de la table les acteurs du transport, les services techniques et ceux de la sécurité. Le ton est ferme et des mesures urgentes sont prises pour arrêter l'hémorragie. Nous avons décidé aujourd'hui de rencontrer tous les acteurs concernés pour échanger, pour savoir pourquoi ces accidents récurrents. Il s'est agi évidemment au cours des interventions d'une panoplie de syndicats, ce qui rend la gestion du domaine extrêmement difficile. Les conducteurs de camions bennes sont tous les jours à la recherche effrénée du gain quotidien. Une situation qui, selon leurs syndicats, est à la base de ces nombreux accidents de circulation. Selon les responsables syndicaux, des sanctions doivent être prises à la hauteur des fautes commises. La vie d'un homme est sacrée. Les tueries, on ne peut pas continuer vraiment à retirer à chaque fois le bennes. Je dirais même, souvent il y a de ces syndicats qui ne sont pas syndicats. Qui est syndicat, qui n'est pas syndicat? Donc avec le gouverneur, vraiment aujourd'hui on a tiré des leçons. C'est la rigueur qui va continuer maintenant. Il a été finalement décidé que les syndicats qui sont venus représenter les autres syndicats aillent informer et sensibiliser ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui, pour que plus jamais de cas de décès suite aux excès de vitesse. Plus jamais de dégâts sur les installations de l'EDM, qui du mieux qu'il peut aujourd'hui est en train de donner le maximum pour satisfaire aujourd'hui la ville de Koulikoro. Nous avons aussi instruit aux forces de sécurité d'intensifier les patrouilles sur l'axe Koulikoro-Bamako et à l'intérieur de la ville de Koulikoro, 24/24. La loi doit être appliquée dans sa rigueur afin que les citoyens maliens respectent le code de la route. Rapport 2023 du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Des missions sillonnent le pays pour restituer aux populations ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Le point ce soir à Nara et Ségou avec Idrissa Keïta et Fousseini Samaké. Cette mission du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation sincère ANR a permis aux participants d'apprécier le niveau d'exécution de ces recommandations au 31 décembre 2023. Nous sommes très contentes à propos de la mise en œuvre des recommandations des ANR telles que la militarisation de la police et de la protection civile. Le comité indépendant de suivi et évaluation de l'état de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation sincère ANR est non seulement chargé d'assurer le suivi et évaluation des recommandations, mais aussi il est une structure de veille et d'orientation en ce qui concerne la bonne exécution des actions confiées au gouvernement. Il ressort des échanges que sur les 55 recommandations prioritaires, 20 ont été totalement réalisées et 33 sont en cours de réalisation. En ce qui concerne les 153 actions prioritaires complémentaires, 10 ont été réalisées et 110 sont en cours de réalisation. Soucieux de la satisfaction rapide des besoins prioritaires des populations et conscient de la construction d'un État républicain et démocratique se fondant sur 3 piliers dont la sécurité pour tous et sur l'ensemble du territoire, une justice véritablement indépendante et des réformes globales en vue d'une gouvernance vertueuse. Les Assises nationales de la refondation ont eu lieu pour que l'ensemble des Maliens puissent diagnostiquer les mal qui minent nos efforts de développement et y trouver des réponses à la malienne. Cette session de restitution du rapport 2023 du sincère ANR a regroupé l'ensemble des forces vives de Nara qui n'ont pas manqué de réaffirmer leur adhésion au processus de refondation du Mali. Une copie du rapport annuel 2023 a été remise aux autorités régionales. C'est pour répondre à l'exigence de redevabilité par rapport à la réalisation des recommandations des Assises nationales de la refondation que les membres du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations de ces assises sont venus à la rencontre des forces vives de la région de Ségou. Nous sommes là pour restituer au nom du président de la transition
les actions menées par le gouvernement dans le processus et pour ressortir l'état de réalisation suivant les axes qui ont été arrêtés, les actions prioritaires complémentaires et les actions qui ont pu attendre la fin de la transition, mais dont certaines ont commencé à connaître des débuts d'exécution. Le contrôle de la population, c'est vraiment un réel plaisir, parce que ça va nous pousser à connaître réellement ce qu'on a dit a été pris en valeur. Au nombre de ces recommandations, on note 133, dont 10 sont réalisées, 110 en cours de réalisation et 33 non réalisées. Depuis la phase communale jusqu'aux recommandations, nos préoccupations sont prises en compte. Notre région Ségou se réjouit déjà de la reprise des activités de la Comatex, boostant ainsi l'économie régionale. L'État est déterminé à améliorer la bonne gouvernance dans toutes ses dimensions. Cet exercice de redevabilité s'inscrit dans le cadre de la restauration de la confiance entre les citoyens et l'État. Soutien des autorités de la transition aux déplacés de retour dans la ville de Goundam. 170 familles ont reçu des vivres et non-vivres des mains de Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre du CNT. Le commentaire est signé Kassim Diallo. Les autorités du Mali au chevet de la population de Goundam, précisément aux déplacés de retour de la Mauritanie. Une occasion d'échanger sur des questions de sécurité, de la paix, de la solidarité et de la cohésion sociale dans les cercles. Je salue cette bonne initiative de l'ambition qui ouvre la porte à nos frères et sœurs réfugiés et déplacés pour revenir sur leur terre natale. Vous avez sacrifié un mois de votre précieux temps pour construire la cohésion sociale, la paix, le vivre ensemble dans le cercle de Goundam. Un acteur aussi majeur dans la cohésion sociale, la réconciliation nationale, qui vient ici pour encourager ses enfants, ses parents, ses mères, d'un retour à leur pays. Aujourd'hui, vous nous montrez la voie. Nous avons remarqué depuis un certain temps une grande venue des retournés des réfugiés de la Mauritanie qui constitue vraiment un atout. La délégation conduite par l'honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre du CNT, a remis des vivres et des non-vivres à plus de 170 familles déplacées au nom du gouvernement. Les plus hautes autorités ont décidé aujourd'hui, par la voie d'une légitimité traditionnelle que nous sommes, nous avons le devoir d'accueillir toute cette population-là avec amour, avec solidarité. Et ensemble, nous allons partager les paix que nous avons et l'État va nous accompagner. La délégation a saisi l'opportunité pour animer des conférences débats sur le développement socio-économique et la résolution définitive de la crise malienne. Akita, lancement d'un projet d'appui à la promotion des droits sexuels et reproductifs. Il coûtera en 3 mois plus de 600 millions de francs CFA. Mahamadi Alioubari pour les détails. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités du nouveau projet dénommé Fitne Yelen Akita. Ce projet d'appui à la promotion des droits sexuels et reproductifs et du droit à une vie libre sans violence, basé sur le genre à l'égard des femmes, des filles et adolescentes du district sanitaire d'Ekita, constitue une contribution de qualité à l'atteinte des objectifs du développement durable ODD d'ici 2030. Notamment les ODD 3, 4 et 5. L'ODD 3, c'est de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. L'ODD 4, c'est assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'ODD 5, c'est de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Ce projet s'inscrit en droite ligne de la planification locale en matière de santé sexuelle et reproductive et contribuera à l'amélioration du bien-être des populations vulnérables. Pour un montant de plus de 621 millions de francs CFA, ce projet Fitne Yelen du consortium Azek Diablo couvre 8 centres de santé communautaires du district sanitaire d'Ekita, d'où la satisfaction des autorités administratives et sanitaires de la région. Cette intervention va toujours améliorer la santé de notre population, surtout la couche fragile que les enfants et les femmes.
L'objectif général du projet est de contribuer à la promotion et à la protection des droits sexuels et reproductifs, à la prévention et à la lutte contre les violences basées sur le genre dans 12 communes des 6 de la région de Kita. Le projet Fitneyele est financé par la délégation de l'Union européenne au Mali à hauteur de 95% et le consortium Azix Digablou 5%. Il dure 3 ans. On en vient au grand format de la rédaction. Il est consacré ce soir à l'atmosphère du marché des herbicides et des insecticides en cette période d'hivernage. Ces produits phytosanitaires proviennent essentiellement des pays d'Asie et d'Europe. Avec la saison des pluies, certains acteurs du domaine se frottent bien la main. D'autres, en revanche, espèrent mieux. Timoko Konaté est allé à leur rencontre. Des produits phytosanitaires en abondance sur le marché. La saison oblige. Nous sommes au niveau d'un point de vente spécialisé où sont implantées de nombreuses boutiques abritant une multitude de produits. Nous sommes en possession de 3 sortes qui sont les herbicides totaux qu'on appelle les glyphosates. Il y a des herbicides de post levé aussi qui servent à désherber les champs après la sortie de la culture pendant 15 jours. Il y a aussi les herbicides de prélevé qui ne tuent pas mais qui empêchent la sortie des herbes pendant un moment bien déterminé. Ces produits proviennent notamment de la Chine, de l'Inde et de l'Europe. Les prix du bidon d'1 litre varient entre 2500 et 6000 francs CFA en fonction des qualités. C'est les herbicides, les produits phytosanitaires. Donc notre activité principale, c'est surtout basé sur les herbicides qui marchent beaucoup en période hivernale. On est un peu partout dans les dépositaires. Les grossistes, les demi-grossistes, ils viennent tous s'approvisionner chez nous. L'agriculture n'étant pas développée à Bamako, ces produits sont principalement destinés au monde rural. Je suis venu acheter des herbicides et une pompe comme chaque année. Je vais les envoyer chez nous au village. J'ai acheté 6 cartons d'herbicides pour un montant de plus de 300 000 francs CFA. J'approvisionne mes parents au village avant de vendre les restes aux autres habitants qui en expriment les besoins. L'affluence des clients, c'est selon. Si certains évoquent une certaine lenteur du circuit de vente liée à l'installation tardive de la pluie dans des localités, d'autres affirment avoir senti une légère augmentation de leur chiffre d'affaires. Il y a une très grande différence parce que la saison des pluies est le moment propice où il y a beaucoup d'activités. Quand il y a la pluviométrie et la fréquence de la pluie est très respectée, il y a beaucoup de mouvements sur le marché. Tandis que pendant l'autre période, le mouvement n'est pas aussi élevé que ça. Si les marigots et les fleuves sont pleins, et très généralement le jardinage marche beaucoup. La saison tarde à s'installer, donc ça joue un peu sur le climat des affaires. Bon, les paysans ils hésitent, ils attendent que les pluies tombent pour qu'ils puissent s'approvisionner. Une chose reste certaine, la saison des pluies demeure la période faste pour l'écoulement de ces produits phytosanitaires, même s'il faut reconnaître que le marché n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Nous ouvrons la page consacrée à l'actualité dans la Confédération des États du Sahel. Eh bien, vous le savez, c'est le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui en assure la présidence en exercice donc de la Confédération des États du Sahel. Hier, nous vous parlions des enjeux de cette présidence malienne. Ce soir, une question: quelles sont les attentes de la société civile et que doit être son rôle? Élément de réponse dans ce reportage signé à Ridjoumatina. Une nouvelle dynamique stratégique est en marche au cœur de la région sahélienne avec la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au-delà des questions de sécurité et de défense, l'AES se dote d'une nouvelle architecture prenant en compte les aspects de développement institutionnel et politique. La réussite de cet ambitieux processus dépend fortement de l'engagement de la société civile et celle-ci a une vision très claire. Il faut que la société adhère. Mais nous avons beaucoup de défis. Des défis énormes à relever, particulièrement par les autorités et nous aussi.
le défi de l'information des populations. Dans l'avènement de l'AES, la société civile a un rôle très très important à jouer. Ce rôle, c'est quoi? C'est la sensibilisation. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes inondés par beaucoup de médias qui ne diffusent que de la désinformation. De faire des propositions, d'écouter et ne pas hésiter à poser des actes concrets et même souvent ne pas hésiter à critiquer aussi si quelque chose ne va pas, de faire des propositions dans le bon sens. Il faut que la société civile s'implique davantage. Il y a la communication, il y a l'information, il y a la participation aux activités économiques et sociales. Il y a beaucoup de... Partout, dans tous les secteurs de développement, on peut dire qu'il faut quand même que la société civile s'implique. Il faut s'attendre à des actions de nuisance qui peuvent nuire à l'Alliance. Et c'est la société civile, dans son rôle de veille, qui peut vraiment accompagner et sauver l'État. À l'issue des conclusions du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, à travers le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été désigné pour assurer la présidence de l'organisation. Pour la société civile, le président Goïta doit s'évertuer à faire face à d'importants défis. Durant son mandat, il s'agit premièrement du défi sécuritaire, et deuxièmement du défi économique, troisièmement du défi financier. Et quatrièmement, il faudrait qu'on fasse un clin d'œil à l'éducation nationale. L'éducation pour expliquer et qu'est-ce que c'est que l'AES. C'est vrai, nous avons une diplomatie active. Il faut absolument revigorer cette diplomatie-là. Il faut la soutenir. Et d'autres défis, nous savons aussi que nous sommes dans une résilience. Avec les sanctions, avec les maladies, les coronavirus et autres, les populations sont à bout. Et il faut que nous nous mettons tous au travail pour essayer de donner un souffle à ces populations-là. Et quand on fait la confédération, ça devient des actions globales. Il ne s'agit plus des actions ciblées, il s'agit des actions globales. C'est le développement d'une manière globale qui serait visé. Donc pour cela, il faut être vigilant un peu partout. Il faut essayer d'apporter avec les faibles moyens des solutions à certains défis qui peuvent nuire quand même à l'Alliance. Plus de la sécurité, de la communication, le développement est le maillon essentiel, le plus important aussi. Parce que sans développement, il sera très difficile de maintenir certains acquis. Des défis géopolitiques et sécuritaires qui seront relevés grâce à l'engagement de ses pairs du Burkina Faso et du Niger. La signature de la charte du Liptako Gourmand le 16 septembre 2023 à Bamako a ainsi jeté les bases de cette alliance qui ambitionne d'assurer désormais au peuple de l'espace AES son indépendance socio-économique, culturelle ainsi que son intégrité. Écoutons à présent les femmes du Mali. Elles entendent jouer pleinement leur partition pour relever les multiples défis auxquels fait face la Confédération des États du Sahel. Barakissa Ouattara et Sambou Diakité sont allés à la rencontre de certaines femmes leaders du pays. Quand elles veulent, elles peuvent. Et pour l'Alliance des États du Sahel, les femmes sont prêtes à accompagner les trois pays à tracer leur destinée, à condition qu'elles soient représentées dans les instances de prise de décision. Je demande aux autorités de l'AES de tout faire pour mettre en place un bureau de conseil de femmes à côté des pouvoirs de l'AES. Ça va beaucoup les aider. Dans nos pays, on a grandi avec ça. C'est un adage qui dit la nuit porte conseil. C'est pas que c'est la nuit qui fait descendre les conseils, non. C'est les femmes qui donnent les conseils. Donc il faut qu'ils mettent un accent sur ça. C'est pas donner un autre pouvoir aux femmes, mais seulement accentuer déjà ce qu'elles sont. Avant toute chose, il faut sauvegarder la souveraineté et l'indépendance de son pays. On doit bien nous organiser, nous mettre en groupe solidaire et si possible même faire des conférences, débats dans le marché partout où on est. En s'alliant, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sauvent ainsi l'honneur de trois États. C'est pourquoi depuis la création de l'AES, des initiatives ne cessent d'émerger à l'endroit des femmes.
En cette phase de la mise en place de la confédération de l'AES, les femmes des 3 pays doivent se concerter et très rapidement qu'il y ait une plateforme des femmes de l'Alliance et qu'il y ait une conférence inter-État des femmes pour coordonner nos visions, nos stratégies et mettre en place une alliance très forte des femmes du Mali, du Niger et du Burkina. Les femmes du Mali ne doutent pas de leur pouvoir incontestable. Pour la présidente du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, les mots d'ordre doivent désormais être union, solidarité et entente. Depuis que l'AES a été créé, les femmes voulaient même aller un peu en avance, mais on attendait déjà que l'architecture institutionnelle soit mise en place. Sinon, il y avait beaucoup d'initiatives qui avaient déjà émergé du côté des femmes, notamment les rencontres entre nous-mêmes ici, femmes du Mali, ensuite la main tendue à nos sœurs du Burkina Faso et du Niger. Mais on a dû attendre vraiment que l'architecture soit mise en place. Et maintenant que c'est fait et que c'est le Mali qui assure la présidence, je pense que nous sommes prêts à aller. Et dès que les autorités de la transition vont dégager une feuille de route, je pense que nous allons nous mettre dedans. Nous allons vraiment relever ensemble ce défi de la présidence du Mali à la tête de la confédération de l'AES. Les femmes se disent prêtes à s'engager dans ce combat contre vents et marées et accompagner le président de la transition qui assure la présidence de la confédération de l'AES, car selon elle, c'est à partir de cette alliance que l'Afrique retrouvera sa souveraineté. Et c'est dans ce contexte que Ouagadougou accueille depuis hier une rencontre des ministres et experts en charge des transports des 8 pays membres de l'UEMOA. Ils se penchent sur la sécurité et la sûreté de l'aviation civile dans l'espace. Il est prévu l'examen et la validation de 3 projets de texte communautaire pour garantir au sein de l'Union un secteur de l'aviation civile plus performant. Franck Ouedraogo et Frédéric Nikema de la RTB. À l'ordre du jour de cette rencontre des experts et ministres du secteur des transports aériens des pays membres de l'UEMOA, l'examen et la validation de 3 projets de textes communautaires dans le domaine de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile. Il s'agit du projet de règlement portant adoption d'un code communautaire de l'aviation civile des États membres de l'UEMOA, du projet de règlement relatif à la sûreté de l'aviation civile au sein des 8 pays et enfin le projet de décision portant adoption de procédures et pratiques de sûreté au sein de l'espace communautaire. L'adoption de ces tests permettra à notre espace communautaire de disposer de tests législatifs et réglementaires dans le domaine de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile à jour, conformes aux normes internationales en vigueur et prenant en compte les évolutions intervenues au niveau de l'environnement juridique international et technologique dans le secteur de l'aéronautique. Les différents textes dans le domaine de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile en examen datent de 2013, soit plus d'une décennie. Leur lecture aujourd'hui marque donc l'engagement des 8 États membres de l'UEMOA de prendre en compte les évolutions du moment et surtout de se conformer à la réglementation internationale. La relecture de ces textes n'est pas seulement une nécessité, c'est aussi une opportunité. Une opportunité de moderniser notre cadre réglementaire, d'anticiper les défis futurs, de positionner notre sous-région comme un leader dans le secteur de l'aviation. C'est également pour nous l'occasion de prendre en compte des nouveaux acteurs comme les opérateurs de drones et les compagnies aériennes à bas coût. La rencontre du jour fait suite aux travaux des experts de l'aviation civile des pays membres de l'UEMOA, tenus du 8 au 11 juillet 2024 à Ouagadougou. L'enjeu majeur de ces rencontres est de garantir au sein de l'UEMOA un secteur de l'aviation civile plus sûr, durable et performant. Restons dans la capitale burkinabé où jeudi, le président burkinabé a rencontré les forces vives du Faso. Capitaine Ibrahim Traoré a longuement développé la vision de l'AES pour les secteurs de la communication et de la diplomatie. Wendiam Achille Kaboré de la RTB nous en dit plus. La diplomatie au Burkina Faso se fera au su du peuple. Face aux forces vives de la nation, le président du Faso, qui souligne que toutes les décisions concernant les partenaires seront prises de concert avec les autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir
ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Et nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Et pour que le peuple ait la mesure des défis qui l'attendent, le chef de l'État essaie de caricaturer l'impérialisme. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif. C'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde. C'est eux qui ont droit à toutes les richesses. C'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde. C'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. À la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal, selon eux, et l'empire des esclaves de l'autre côté. L'empire des esclaves, selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Un levier qu'utilise l'impérialisme pour atteindre ses objectifs est la communication, selon le capitaine Ibrahim Traoré. Pour lui, il y a lieu de recadrer. Nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina Faso à travers sa manière de communiquer. Et je souhaite que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels. Lorsque nous voulons poser un acte communicationnel, qu'on se pose la question, est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie, avant de poser l'acte. Pour y arriver, le chef de l'État annonce continuer à mettre en valeur la culture et les coutumes du pays afin de retrouver l'identité burkinabé, c'est-à-dire homme intègre. La suite de cette édition avec cette prière collective et la lecture du Coran, la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise que traverse le pays, une initiative du comité stratégique du M5 RFP qui prône la paix et la cohésion sociale autour des autorités de la transition. Son président, Oumarou Diarra, s'exprime au micro de Ibrahim Traoré du bureau des Oulémas. Compte tenu de la situation de notre pays, nous savons que le Mali, depuis plus d'une décennie, traverse une crise multidimensionnelle. Dans ce sens, nous avons des hommes et des femmes qui ont perdu la vie. Pour apporter notre prière en leur mémoire, nous avons organisé cette prière collective dans la grande mosquée de Missabougou Sema pour la mémoire de l'ensemble des victimes militaires et civiles de la crise multidimensionnelle. Aussi, prier pour la paix et la quiétude dans notre pays. Parce que nous sommes convaincus que la paix est la quintessence de tout projet de développement. Nous avons aussi profité de cette cérémonie de prière pour inviter l'ensemble du peuple malien à se donner la main. On dit c'est l'union qui fait la force. Nous tous, quelque part, chacun prie individuellement ou de manière collective, a commis des erreurs. Mais il est important qu'on se pardonne aujourd'hui pour faire face à l'histoire, pour soutenir les plus hautes autorités dans la démarche qu'ils ont entamée afin de redonner au peuple malien sa dignité, son honneur et redonner à notre pays sa grandeur d'attente. Hajj 2024, les pèlerins de l'agence de voyage Al-Madina ont regagné Bamako. Tous ont accompli avec succès le 5e pilier de l'islam, précise l'agence dans ce reportage signé Aliou Abdoulaye Touré. C'est à bord d'un appareil de la compagnie Egypt Air qu'un premier et un second contingent des pèlerins de l'agence Al-Madina ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta. Des préparatifs ici à Bamako au voyage en passant par les rites au lieu saint,
Les pèlerins affirment avoir accompli le 5e pilier de l'islam avec succès. C'est une chance extraordinaire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié. Nous sommes très heureux d'avoir effectué le 5e pilier de l'islam. Nous souhaitons cela à tous les musulmans. Nous avons prié pour nous, pour nos familles, nos proches, surtout pour le pays. Nous savons que notre pays traverse un moment difficile. Plaise à Dieu de nous aider à trouver le bout du tunnel. On est très content, On est parti en bonne santé et on est revenu en bonne santé. Les formations qu'on a fait, les pèlerins ont très bien compris. Les pèlerins nous ont respectés, on a respecté les pèlerins, on a montré tous les sites historiques aux pèlerins. Donc vraiment, on était très contents. On a fait beaucoup de bénédictions pour le pays. Tout le monde a fait des bénédictions pour le pays. On prie Allah que le Mali avance. Le dernier vol de l'agence de voyage Al-Madina referme ainsi l'édition 2024 du Hajj avec l'espoir de retrouvailles pour le prochain Hajj. Et c'est parti pour 3 jours d'immersion dans le monde du numérique. Le festival de l'étonnement s'est ouvert simultanément au Palais de la Culture Amadou en Pateba, ici à Bamako, et à l'université Paderborn en Allemagne. C'est le tout premier festival de l'académie académique sur la décolonisation des savoirs au Mali, nous dit Awa Adama Koulibaly. Face à l'eau, sinon dans la nature, l'esprit bouillonne d'imagination. En ce sens, tout rêve est réalisable. Parcourir 3900 km qui séparent le Mali de l'Allemagne en quelques secondes. Et oui, la prouesse des TIC a de nouveau opéré. Après la visite virtuelle de la mosquée de Djenné, le casque virtuel de Kabako offre un voyage immersif au Bamakois à Paderborn en Allemagne, où se tient simultanément avec le Mali un festival dénommé Indigenous Live. Le festival de l'étonnement, donc Indigenous Live, est un festival académique, comme je le disais, qui vise donc à décoloniser les savoirs. Nous avons pu faire ce festival parce que Kabako a été lauréate d'un programme de la Elbkulturstiftung, donc qui a lancé pour l'année 2024 un programme spécifique sur le post-colonialisme. C'est un festival hybride. En fait, c'est 2 festivals en parallèle. À Paderborn, comme vous avez pu le voir, il y a un festival qui se passe au même moment qu'ici, à Bamako. Plus de 300 000 € ont été mobilisés par Kabako Academies pour l'organisation de ce festival. L'enjeu est de taille. Pendant longtemps, ils voyaient que quand un jeune quittait le Mali pour aller en Europe, c'était parce qu'il partait et puis c'était eux de le gérer. Non, là, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des jeunes qui peuvent partir du Mali, arriver en Europe pour apporter de la technologie, organiser quelque chose et après rentrer chez eux, faire ce qu'ils ont à faire. Et il faut qu'ils le comprennent. Et le gros de cet enjeu, c'est qu'ils puissent, eux, décoloniser leur esprit, qu'ils puissent comprendre que le transfert de technologie peut se faire du sud vers le nord. Afin de joindre l'utile à l'agréable, le montant de 500 000 francs CFA est mis en jeu pour le meilleur costume afro-futuriste. Certains s'y sont prêtés, et de bon cœur d'ailleurs. L'actualité des sports, c'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahima Traoré. Nous ouvrons cette actualité des sports avec le championnat national de football féminin. La 5e journée de la phase Caredas a pris fin cet après-midi. C'est bien ça, hein? Oui, l'AS Amazon de la commune 5 a eu raison de l'USFAS 2-0. L'AS Police et l'AS Mandé de la commune 4 font match nul 0-0. Après 4 journées, l'AS Mandé est en tête avec 7 points plus 4 au goal average. Devant l'AS Police 7 points plus 1. L'AS Amazon 5 points et l'USFAS 4 points. La 6e et dernière journée pour déterminer l'équipe championne est prévue le mercredi 17 juillet avec les matchs en simultané. AS Mandé, USFAS et AS Police, AS Amazon. Et tirage au sort des compétitions interclubs, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako connaissent désormais leur adversaire. Hein? En Ligue des Champions, le Djoliba AC passera par le tour préliminaire. Son adversaire s'appelle Red Star de la Centrafrique. Aller à Bangui le week-end des 16, 17 et 18 août. Retour les 23, 24 et 25 août ici à Bamako. Si les Rouges du Djoliba franchissent cette étape, ils croiseront au deuxième tour le vainqueur du match Deportivo Mongomo, la Guinée équatoriale AS
Co de Kara du Togo. En Coupe de la Confédération, le Stade Malien de Bamako est exempté du tour préliminaire. Les Blancs auront comme adversaire au deuxième tour le vainqueur de Painesville FC du Libéria, Fohou de Baham du Cameroun. Aller au Cameroun les 13, 14, 15 septembre et retour ici à Bamako les 20, 21 ou 22 septembre. Cette annonce, la finale de l'Euro 2024 se dispute demain dimanche entre l'Espagne et l'Angleterre. Coup d'envoi 19h en direct sur Ortem 1. L'Espagne en route pour une troisième étoile. L'Angleterre, elle, pour une première consécration. Un match à suivre sur ORTM 1 à partir de 18h30. 18h30 prise d'antenne. Très bien. Basketball Coupe du Monde des moins de 17 ans filles, le Mali entre en lice demain dimanche. Oui, ce sera face au Mexique, pays organisateur demain dimanche à partir de 2h45, temps universel. Avis donc au Noctambule. Les matchs s'enchaînent ensuite le lundi et mercredi contre l'Italie et la Nouvelle-Zélande. Le Mali est à cette Coupe du Monde des moins de 17 ans filles en qualité de champion d'Afrique et cela pour la 8e fois d'affilée. Merci beaucoup Seragatou. Je vous en prie. À demain. Oui, Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah, bouclons ce journal avec cette note de tristesse. L'effondrement d'un immeuble en chantier a causé la mort de 3 personnes aujourd'hui à Ségou. Kandesila nous relate les faits. C'est suite à une fine pluie survenue tôt ce samedi qu'un immeuble en chantier s'est effondré, occasionnant des blessés et des morts. Le bâtiment n'est pas habité et que c'est une vendeuse de beignets qui est en face. À cause de la pluie, elle et ses clients se sont venus abriter sur le bâtiment. Après les recherches, on a pu récupérer 4 personnes vivantes, une femme enceinte et puis 3 enfants. Et puis on déplore 3 cas de mort. Aussitôt alertés, les autorités régionales sont allées faire le constat. Évidemment, le bâtiment il est en chantier, ça c'est à préciser. Et c'est encore l'occasion pour nous d'inviter les populations au respect des normes de construction. Et en attendant les résultats du constat de l'urbanisme, nous avons pu par nous-mêmes constater que véritablement il y a des défaillances dans les matériaux. Encore lancer l'appel à tous les usagers, en tout cas qui ont besoin de construction, que ce soit de maisons ou d'immeubles, et qu'il s'agit tout naturellement de respecter les normes. En attendant, les investigations se poursuivent et le moins qu'on puisse dire, la prudence reste le maître mot, quand on sait qu'on n'est toujours pas à l'abri de tels incidents. Et c'est ce qui me fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain déjà dès 13h sur la radio nationale du Mali, dans 13h dimanche. Et ici, sur le même plateau, après le match, la finale Angleterre-Espagne, finale de l'Euro. Ce serait à 19h sur nos antennes. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Et très bon week-end. Bonsoir.